Eh bien, j'avais pensé de parler aujourd'hui du rythme. C'est-à-dire qu'à la première séance, j'exposais un peu les éléments de la musique, donc le rythme, la mélodie, l'harmonie. Et naturellement, le rythme, c'est la vie, c'est le cœur de la musique, c'est le moteur qui envoie le son sur tout le corps. Et ça se prête à quelquefois, enfin ça demande, c'est une chose qui est très intéressante d'entrer un peu dans ce qu'est exactement le rythme. J'avais dit qu'il y a une définition d'Aristote qui dit que le rythme est l'alternance du mouvement, et moi je préfère dire que le rythme est un mouvement de tension et de détente. Alors naturellement, au niveau musical, ce qui nous intéresse, c'est comment se manifeste cette tension et cette détente qui va aller, la tension et la détente, au niveau aussi bien de l'harmonie que de la mélodie, ça fait tout un tissu extraordinaire, mais le rythme lui-même. Eh bien, si nous regardons d'où part le rythme chez nous, c'est du cœur, la pulsation. Alors, si nous écoutons la pulsation, nous verrons que ça fait tac, 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 tac. Et nous savons que cette pulsation se divise en deux mouvements qu'on appelle systole et diastole. En fait, regardez que dans la musique, on parle du rythme quand on apprend la musique et on apprend les mesures. Donc, on nous apprend la mesure à 2 temps, 3 temps, 4 temps, et puis il y a des temps des mesures plus irrégulières, etc. Mais il y a une mesure qu'on ne parle jamais, qu'on voit très peu écrite, et j'ai dit que c'est la mesure que l'on entend le plus souvent. C'est la mesure à 1 temps. Si, en notation musicale, on pourrait dire que c'est une mesure à 1 temps. Si nous le donnons la figure du temps à la noire est représentée par le chiffre 4, et donc nous avons la pulsation qu'on entend à chaque mesure. Or, cette pulsation se divise en deux, un mouvement de systole et diastole. Et en fait, ce 2 a une chose très curieuse, c'est que la division du 2 se fait en une partie plus longue et l'autre plus courte. Donc, ce sont les deux rythmes grecs, le troquet et le yang. Si nous écoutons le cœur, il bat donc pam, 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 pam. On pourrait écrire, donc au lieu de faire 2 moitiés par exact, par elle, en fait, il y en a une qui est plus longue que l'autre. Ce qui nous donne une division par 3. C'est extraordinaire donc que le 1 se divise en 2 pour créer le 3. Donc nous avons systole et diastole. Et c'est là où il y aura quelque chose qui va se transformer. C'est-à-dire que, au niveau de la vie, nous avons donc le cœur, qui bat à 1 temps. Mais dans la musique, on essaye de faire de la musique à plusieurs temps. Et c'est en fait la grande différence. La vie, c'est un temps. Et de la même façon que je dis toujours que l'art, c'est une transposition de la vie. Ce n'est pas la vie elle-même, c'est une transposition de la vie. Donc, l'homme est arrivé à transposer la pulsation et faire que cette détente qui est ici, la détente est ici, et la tension est là,
détente et tension. Donc, de agrandir et faire la mesure à 2 temps, dans laquelle il y aura un temps de tension et un temps de détente, que nous appelons le temps fort et le temps faible. Et il y a une chose ici qui est très intéressante et très curieuse. Regardez que nous disons systole, diastole. Nous disons tension, détente. En grec, on disait arsis et thésis. Alors, en musique, nous disons temps fort, temps faible. Il y a un renversement de la fonction de ce terme. Et ça, c'est une chose qui est très, très importante, à quoi c'est dû, et qui engendre, en fait, beaucoup de défauts. Car, en fait, vous voyez, la tension est ici, donc dans une mesure à 2 temps, nous avons la détente qui est ici, et la tension qui est là. 2, 1. Alors, à quoi c'est dû cette manque de correspondance entre le temps faible, il faudrait dire temps faible, temps fort. Temps faible, temps fort. Or, on dit temps fort, temps faible. Temps fort, temps faible. Ce qui entraîne une mauvaise conception de la musique. C'est tout simplement dû à la barre de mesure. C'est-à-dire qu'à l'époque de la Renaissance, à cause de la polyphonie, on avait plusieurs voix qui jouaient ensemble, qui chantaient ensemble, et pour que, dans l'écriture, on puisse voir la synchronisation des choses, on a tracé une barre verticale. De la même façon, c'est le principe de la hauteur des sons avec la portée à 5 lignes qui nous permet de situer la hauteur du son. C'est extraordinaire d'ailleurs de penser que l'écriture, la notation musicale a été vraiment très tardive. Quand on pense à toutes les civilisations qui ont créé tellement de choses, les Grecs n'avaient pas de notation musicale, les Romains non plus, mais les premiers signes de notation musicale, je donne un exemple ici dans mon livre des éléments de la musique, et voilà comment ça se présentait. Un texte, et puis de petits points. Qui se promenaient sans aucune précision. Et ce n'est pas si vieux que ça. C'est un manuscrit du XIe siècle. Donc il a fallu des siècles pour trouver. On a commencé par une ligne, puis on en a mis 4, et puis on en a mis 5, etc. Et alors donc, avec la polyphonie, avec la Renaissance, on a besoin de voir ce qui va ensemble et on trace des lignes. Et naturellement, où est-ce qu'on trace ces lignes-là? Eh bien, au moment de la pesanteur, de la détente. Et naturellement, si on a plusieurs temps, c'est d'ailleurs la chose que j'avais commencé à expliquer, la différence entre la mesure à un temps et la mesure à plusieurs temps. Pour moi, c'est une chose très importante et essentielle. J'ai dit tout à l'heure que c'est la mesure que l'on voit plus rarement écrite et celle qu'on entend le plus. Parce que très souvent, on entend la musique 1, 1, 1, 1, 1. On a pu dire 1, 2, 3, 4, 1. C'est toujours 1, 1, 1, 1. Donc, c'est le rythme du cœur. Et pour moi, ce qui sépare la mesure de 1 de la mesure à 2 de plusieurs temps, c'est ce qui sépare l'homme de la bête. C'est-à-dire la vie. Et une autre chose, c'est la transposition de la vie avec l'art.
Donc, nous avons cette barre de mesure qui nous fait comprendre qu'on peut marcher à 2, à 3 ou à 4 temps. C'est donc créer les barres de mesure avec des différentes sortes de mesures. Cette barre de mesure donc s'installe et on compte 1 ici. 1. Et à cause de ce 1, on oublie tout simplement que avant le 1, il y a le 0. Et c'est une chose sur laquelle beaucoup de musiciens se sont élevés. Vincent Lindy dit dans une phrase merveilleuse que toute musique commence par une anacrouse, c'est-à-dire une levée par le 0, par la tension, par la levée, arcis, donc par une anacrouse, qu'elle soit réelle ou figurée. Et donc on a oublié le 0 et on a commencé à partir de 1. Et on arrive à des choses aussi aberrantes comme par exemple faire des dictées dans lesquelles on fait une dictée de 2 mesures, 2 mesures par 2 mesures, et on coupe à la fin d'ici. Et si vous regardez, si vous mettez un texte dans n'importe quelle langue, vous verrez que le premier ton de la mesure est en général la dernière syllabe du mot. Donc, et on travaille toujours à partir du premier temps de la mesure, et le premier temps de la mesure, ce n'est pas le début. Il y a toujours avant l'autre temps. Alors, dans une mesure à 2 temps, c'est ce que je voulais voir, c'est maintenant, c'est voir quelle est la différence entre la mesure à 2 temps ou la mesure à 3 temps. C'est-à-dire que dans la mesure à 2 temps, la chose est toute simple, il y a ce que nous appelons le temps fort et le temps faible, et j'en profite pour vous dire que c'est une appellation dont j'ai horreur. Parce que dire un fort et un faible, c'est donner une appréciation. C'est un peu comme dire le sexe fort ou le sexe faible. Alors que c'est une chose qui est complémentaire. Donc, je préfère dire artiste, mais enfin, c'est une convention, nous parlons du ton fort, du ton faible, tant pis, mais il faut lui donner le véritable sens. Alors, donc, dans la mesure à 2 temps, il y a une répartition très simple. Le premier temps, c'est ce que nous avons, le temps fort, le deuxième, c'est le faible, sans oublier que le temps fort, en fait, c'est la détente, et que le deuxième temps est la tension. Alors, il y a un problème qui se pose. Comment on répartit le temps fort et le temps faible dans une mesure à 3 temps? Eh bien, par le même principe que le cœur. C'est-à-dire que nous avons ces rythmes grecs qu'on appelait le yamb et le troquet, c'est une brève, une longue, ou une longue, une brève. Donc ce n'est pas le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, mais c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ou 1, 2, 1, 2, 1. Alors, tout ça, c'est très bien de le lire, et ça s'entend comment? Alors, je donne des exemples dans mon livre qui sont très connus. Par exemple, eh bien, c'est une musique à 3 temps. Comment s'organise au point de vue musical? Eh bien, nous allons voir que c'est il y a donc un ordre ici dans cette phrase dans lequel il y a 2 mesures avec un rythme
qui est le troquet, et deux mesures dans lesquelles il y a le rythme yamb. Ou celle-là. Que vous connaissez certainement. Ben, c'est évidemment, ça a une autre vie que ta 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 ti ta 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 ti ta 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 ta. Alors, évidemment, avec une polyphonie, nous avons, même dans ce cas ici que je viens de jouer, pendant qu'une voix fait un troquet, une autre voix fait un yamb. Et donc, et encore, très souvent, nous avons une organisation dans la mesure à 3 qui est très riche. C'est ce que nous appelons les mioles. Où du coup, le rythme qui fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, devient 2, 3, 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3, 1, 2. Et en général, on trouve les mioles à la fin des phrases. De la même façon que très souvent dans les phrases, vous avez une sorte de superposition, comme s'il y avait deux voix, du yamb et du troquet. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Vous voyez, du coup, il y a la superposition des deux qui font qu'il y a, on comprend qu'il y a la fin de la phrase. Alors, la mesure à 4. Comment se divise le ton faible et le ton fort dans une mesure à 4? Alors, dans certains livres, on nous dit, dans la plupart des livres, on nous dit que le premier ton est fort, que le deuxième est faible, que le troisième est fort ou demi-fort, et que le quatrième est faible ou demi-faible. Évidemment, c'est n'avoir rien compris à la vie du rythme. En fait, le principe de la mesure à 4, c'est le même principe que dans le chœur. Une longue et une brève, ou une brève, une longue. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. C'est ça qui définit la mesure à 4. Alors, par exemple, la mesure à 4 devient très complexe. Car une mesure à 4 battements, on va mettre à 4 noirs, voilà les 4 temps, peut être conçue comme une mesure à 4, qu'on dit à 4 noirs. Mais, du coup, elle devient une mesure à 2, 4 dans la musique. Ça peut être une mesure à 2, 2, dans laquelle il y aura 2 planches, 1 et 2. Ici, ce sera 1 et 2, 1 et 2, et ici, ça 1, 2, 3, 4. Et naturellement, dans la musique, on passe d'une mesure à l'autre très souvent. Ce n'est pas parce qu'au début, c'est marqué telle mesure que ça va jusqu'au bout. De la même façon, vous savez que dans une œuvre, on vous signale ce qu'on appelle une armure, avec des dièses, avec des bémols, qui vous signale la tonalité dans laquelle vous êtes. Et imaginez si chaque fois qu'on fait une modulation, qu'on passe à une autre tonalité, on était obligé de mettre une double barre et mettre les dièses ou les bémols qui correspondent à ce petit passage dans lequel on a modulé. Donc, avec les altérations, on le signale et on sait où on est, si on s'y connaît. Donc, avec le rythme, c'est la même chose. Très souvent, on n'a pas besoin d'avoir un changement de mesure.
Si vous prenez par exemple la petite musique de nuit de Mozart, je prends des exemples vraiment très connus. C'est une musique qui est écrite à 4 temps. Vous vous souvenez Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé beaucoup de choses. C'est toujours écrit à 4 temps. Mais dans la réalité, je vais battre la mesure pour que 1, 2 et 1, tim, pam, 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 tim. Donc, au début, et pourquoi est-ce qu'il y a 2 mesures au début à 2/4? Tout simplement parce qu'il y a la tonique et la dominante. Et donc, la tonique représente la détente. La dominante, c'est la tension, donc ce que nous appelons le temps faible. Donc, au début, c'est un rythme à 2. Tim, pam, 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 pam. Et le silence, c'est le ton faible, c'est dans la cloche réelle ou figurée, c'est la levée, qui fait que du coup, la mesure n'est plus à 2 temps, mais à 4. D'ailleurs, quand on analyse un tout petit peu la durée de ce que nous appelons le rythme harmonique, il est extraordinaire ce début de Mozart, parce qu'il y a au début, tam, pam, 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 il y a 2 mesures avec la tonique, tam, 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 pam, 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 pam. 2 mesures de dominante. Il y a du coup, il fait un rétrécissement du rythme harmonique, et c'est ça qui fait la force justement de cette musique. Alors, comment est-ce qu'on peut déceler le véritable rythme? Eh bien, finalement, grâce à l'harmonie. Je vous donne un autre exemple avec Waldstein, donc tout à l'heure j'ai parlé. Le début. Eh bien, très souvent, on le joue à 2 au début, au 2 temps. Et actuellement, ça change. Mais le début, on le joue. Eh bien, le début n'est pas à 2 temps, il est à 4. D'ailleurs, l'indication de Beethoven est allegro con brio. Alors, il faut assimiler les indications avec le mouvement de la marche. D'ailleurs, andante, ça veut dire marcher. Donc, regardez, si je marche, est-ce que je marche avec brio? Mais si je... Alors là, je marche avec brio. Si Beethoven avait conçu à 2 temps, au lieu de faire, il aurait fait. C'est-à-dire que le changement d'harmonie vient à la blanche. S'il avait autre, il aurait fait. Donc là, on voit très clairement que c'est une mesure à 4 temps. Donc la façon de le jouer, il n'a pas. Par contre, évidemment, là, du coup, il devient à 2. De la même façon que, pour reprendre Mozart, pim, pam, 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 pim, pam, pam,
pam 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 pam. Yam dim di da da di da dam da di da di da dam di da da di da dam da 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 da. Évidemment, ce n'était pas la peine de changer la mesure. Et naturellement, si on dirige cette œuvre, il faut communiquer aux musiciens quel est le véritable esprit. Mais malgré tout, quand on dirige, il faut battre la mesure, autrement ça peut créer, sauf si on met les musiciens dans le secret. Si c'est marqué à 4 temps et on marque 2, alors les musiciens sont perdus. Mais grâce à d'autres moyens, grâce à la main gauche, on peut faire comprendre quel est le véritable rythme d'une musique. Alors, il y a un exemple aussi que je trouve très intéressant pour la mesure à 3. D'ailleurs, c'est certains qui ont suivi mes cours d'analyse à l'école normale, je leur faisais un petit test et je posais une question que la plupart étaient perdus quand je leur posais cette question, qui était, dans une mesure composée à 3/4, il y a combien de temps et quelle est la valeur qui représente le temps? Alors, une mesure composée à 3/4. Ah. C'est-à-dire que c'est une mesure composée. D'ailleurs, qu'est-ce que veut dire une mesure composée par rapport à une mesure simple? Parce que c'est assez simple. D'ailleurs, il est intéressant de voir qu'il y a parmi les différentes figures, c'est-à-dire nous avons la ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche, la triple croche. Et en fait, parce que chacune est le double de l'autre, on leur a donné le nom de 1, 2, 4, 8, 16, 32. Parce qu'une est le double de l'autre. Les mesures simples sont les mesures où le temps est représenté par une de ces figures. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'une façon très naturelle la noire comme unité la plus courante? Eh bien, tout simplement parce qu'elle permet, grâce à ça, vous voyez, si j'ai un série de bâtonnets comme ça, il y en a combien? C'est difficile. Si je le relis, immédiatement, je peux voir qu'il y en a 12 ou il y en a 15. Donc, grâce à ça, la noire est devenue une unité. Alors, la mesure composée, nous n'avons pas le fil, eh bien, c'est la mesure où le temps est représenté par une de ces figures plus le point. Donc, c'est parce que nous n'avons pas une notation pour le ternaire. Et pour le ternaire, on a inventé le point qui fait que, du coup, cette figure rythmique de la blanche est égale à une blanche plus sa moitié. Et ça donne le chiffre de 3. Alors, nous avons la mesure à 3/4. On dit, mais 3/4, c'est une mesure à 100 temps. Et moi, je le vois, écoutez, quand vous faites un sketch de Beethoven, un sketch de Chopin, il est écrit en 3/4. Et vous n'allez pas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. On sait qu'il y a 3 temps. C'est une mesure composée. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on emploie souvent la mesure composée à un temps? Eh bien, parce que ça permet simplement de changer de mesure par des périodes sans avoir besoin de le marquer.
Si vous prenez par exemple justement la cinquième symphonie de Beethoven, il y a 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Alors, en écrivant 1 plus 1, on sait s'y retrouver. Et je voulais donc vous donner un exemple très connu aussi. Mozart. C'est une mesure à 3/4. Et il est d'une complexité rythmique extraordinaire. Au début, c'est en fait une mesure composée. C'est-à-dire qu'à la phrase, ce n'est pas ta di la di la di la la, mais ti la di la di la di la. Pourquoi je dis que c'est une mesure à 4 temps? Donc, eh bien, par l'harmonie. La tonique, le 4e degré, la dominante, qui représente la tension, et la tonique. Donc, c'est une mesure à 4 temps. Et puis, ce n'est pas ta, ta, ti, ta, ti, ta, ta, c'est une miole. Ti, ta, ti, ta, ti, ta, ta. Du coup, la pulsation du ton qui était à la blanche pointée devient à la blanche. Alors pourquoi est-ce que je me suis permis de dire que c'est ta, ta, ti, ta, ti, alors qu'il y a dans les éditions une petite liaison qui fait ti, la, li, la, li, la, la. Les mêmes harmonies, c'est ça qui le détermine. Donc, du coup, ti, la, di, la, di, la. Et alors, chose extraordinaire, c'est que ce thème, qui est une miole finalement, 1 et 2 et 3 et 1, il est repris à la base. Pendant que, au-dessus, c'est une mesure, à nouveau, à la blanche pointée, contre l'autre qui est à la blanche. Ah non, à la blanche, alors que le bas est à la blanche pointée. Et puis on se retrouve ensemble. Et puis, du coup, la mesure qui était composée devient une mesure simple. C'est-à-dire qu'il faut pour ça toujours s'imaginer comme sur un marché. Et puis, il y a une chose aussi qui nous aide beaucoup à comprendre la valeur véritable du ton. C'est que un ton, la pulsation, se divise normalement par 2 ou par 3, par ses doubles, par 6, par 8, maximum 8. Et c'est déjà exceptionnel. Donc si vous voyez une musique dans laquelle il y a des triples croches, 4 triples croches sont une croche. Vous pouvez être sûr que la pulsation est à la croche. Exceptionnellement, au courant se diviser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est assez exceptionnel. Et ne parlons pas de diviser le ton par 16, on peut le faire, mais ce n'est plus possible. Donc, chez Mozart, comme chez tout le monde, il y a beaucoup d'éléments. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe grâce à l'harmonie.
Nous avons dans la musique deux grandes articulations. C'est l'articulation de la continuité ou de la discontinuité, que nous disons le lié, le détaché, le legato ou le staccato. On utilise la liaison, c'est pour, par exemple, avec d'une mesure à l'autre, faire la durée, additionner la durée d'une note. Ensuite, il y a la liaison qui sert pour les instruments archés. Regardez qu'à l'époque de Bach, toute la musique pour l'orgue, la musique pour clavier, il n'y a pas de liaison sauf pour cela. Il n'y a pas de liaison au niveau du phrasé. Mais, par contre, Bach aussi contemporain, utilise la liaison comme un coup d'archet. Et c'est plus tard, avec la possibilité de passer du clavier, du clavecin, qui ne peut pas jouer véritablement lié, que apparaît le signe de liaison au point de vue phrasé. Et alors, il se passe une chose qui est très intéressante avec le signe de la liaison d'archet. Par exemple, si j'ai ça. J'ai mis 4 notes liées et 4 notes liées. Si on joue ça avec un instrument arché, on fera tira-di-la-do-la-di-la-do ou tore-tare-di-la-di-la-di-la-la. Est-ce que entre cette note et celle-là, entre une liaison et l'autre, s'est produit une discontinuité du son? Non, on entend. Seulement, quand ce même texte arrive chez le pianiste, il interprète ça comme si entre ça et ça, il y avait césure. Et alors, c'est une chose qui est terrible, parce que moi, je me souviens qu'il y a 40 ou 50 ans, avoir entendu jouer une sonate de Mozart pour piano et violon, et d'entendre le violon qui jouait, et il répondait le piano, mais il y a pire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'instruments à cordes, d'archers, qui ont copié le défaut des pianistes et font la même chose avec l'archer. Alors, ce signe de liaison veut dire 1000 choses en musique. D'abord, c'était tout simplement le prolongement, l'addition d'une valeur, d'une durée avec une autre durée. Ensuite, c'était le coup d'archet. C'était aussi les syllabes, une seule syllabe pour chanter. Donc, avec très peu de signes, on exprime beaucoup de choses. Il ne faut pas les confondre et savoir à quoi ça correspond. Et alors, il y a une chose qui est très intéressante à ce niveau, entre la continuité du son et sa discontinuité, et c'est ce que j'appelle la continuité ou la discontinuité du geste. Par exemple, je vais écrire 4 exemples ici de 2 notes. Ici, je mets rien. Si je donne un instrument d'archer de jouer ça, il va me faire tiri, c'est-à-dire un coup d'archer, disons, qui descend et l'autre qui monte.
il n'y a pas, ici, il y a une continuité de son, mais il y a une discontinuité de geste. Si je fais ça, il y a continuité de son aussi, mais il y a continuité de geste. Si je fais ça, je mets un petit point. Vous voyez, les points ont beaucoup d'importance s'ils sont à côté ou au-dessus. Alors là, il y a une discontinuité de geste et de son. En fait, qu'est-ce qui se passe avec ce petit point? Ce petit point, en fait, raccourcit et donc cette blanche, en fait, devient une noire et avec le silence correspondant. Et là aussi, il y a beaucoup de problèmes. Car dans beaucoup d'instruments, surtout le piano, quand on voit un petit point sur une note, se détacher a deux possibilités. Que ce soit, en termes musicaux italiens, on dit un staccato ou un spiccato. En français, détaché ou piqué. Et en général, on n'observe pas la durée de la moitié et on fait des piquets au lieu de détacher. Il n'y a aucune indication, sauf si le compositeur le signale. Il faut comprendre. Et moi, pour vous donner une idée de la différence entre le spiccato et le staccato, je dirais que le staccato, on le trouve chez Bach. Et le spiccato correspond davantage à Offenbach. Donc, ça donne un côté sautillant. Alors, il ne faut pas confondre avec qui on a affaire, si c'est avec quelqu'un qui a un caractère sautillant, léger, musique légère, oui, ou d'une certaine gravité. Donc, il faut savoir que normalement la division, ça devient en fait ça. Et si nous avons une noire avec le petit point, il devient une cloche, ça. Un et, exactement. Et le bas. Et ça, c'est un défaut qu'on observe très souvent. Donc, nous avons vu ici la discontinuité du geste et du son. Et maintenant, une chose qu'on emploie, et qui est une contradiction très belle, je vais employer ça et ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut dire legato, ça veut dire staccato. Eh bien, en fait, ici, nous avons une discontinuité du son, mais il y a une continuité du geste. Et dans l'instrument archer, on fait un petit, on continue le geste. Et au piano, on peut le faire. Et non pas. Il y a une chose qui est très, très intéressante avec les intervalles par rapport au legato et au staccato. C'est-à-dire que, en fait, si nous résumons l'intervalle d'un son à un autre, nous avons l'intervalle de seconde, de Do à Ré, l'intervalle de tierce, de Do à Mi, ou l'intervalle de quarte, de Do à Fa. Et ainsi de suite, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ou Do, Fa, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do. Et si je le fais à l'envers, j'aurai l'intervalle de quinte. J'aurai l'intervalle de sixte et j'aurai l'intervalle de septième. Donc, tous les intervalles se résument à trois formules.
Et il y a une chose qui est très intéressante, car chacun de ces intervalles a un caractère, a une fonction. L'intervalle de seconde, c'est la fonction mélodique. L'intervalle de quarte ou de quinte, c'est la fonction harmonique. Et l'intervalle de tierce, c'est la quoi? Je l'avais expliqué le premier jour. C'est avec les tierces qu'on construit les accords. Et donc, c'est l'accord entre la mélodie et l'harmonie. Alors, quand nous avons des intervalles de seconde, normalement, ça entraîne une articulation légative. Quand nous avons des intervalles de quarte ou de quinte, nous avons une articulation staccato. Le concerto flûte-théâtre de Mozart. Alors vous voyez le caractère, imaginez. Mais parfois, c'est un peu une caricature. Vous avez... Vous voyez, l'intervalle de seconde entraîne normalement le legato. Et l'intervalle de quarte, c'est l'intervalle harmonique. Et puis la tierce, ça dépend. Et alors, il y a un cas que je voulais en profiter pour... Parce que c'est une des choses que j'ai... dernièrement, grâce à l'application de ces, disons, principes généraux, de trouver une réponse à une partition qui est très connue, une fugue de Bach, la fugue en ré majeur du premier livre que j'ai montré ici, qui pose des problèmes. Vous la connaissez, certainement. À l'époque, il n'existait pas le double point. Voilà comment c'est écrit avec les triples croches, et puis un point et une double croche. Et ça pose un peu le problème parce qu'à cette époque-là, n'existait pas, on n'employait pas encore le double point. C'est-à-dire que, ici, ça vaut donc une croche plus une double croche plus une triple croche. Et on laissait à l'interprète de se débrouiller. Et est-ce qu'il faut faire l'un ou l'autre? Et évidemment, ça change beaucoup, car le rythme et les intervalles font que nous pouvons exprimer le caractère de ce que nous voulons dire. Si je suis un homme, un écrivain de théâtre, et j'ai dit un personnage qui entre et qui dit « bonjour », s'il dit « bonjour », ou il dit « bonjour », je verrai que le caractère est complètement différent. Grâce à la musique, je peux, par le son et par le rythme, déterminer le caractère de ce mouvement. Alors ici, si je joue ce qui est écrit selon la lecture normale, c'est une double croche, donc ça va... Alors, est-ce que c'est... Et c'est là où c'est très intéressant, car en fait, quand je vous entendais ça, ça vous paraît plus évident ça ou ça? En
imaginez que Bach, au lieu de ça, il fait ça. Alors là, ce qui est normal, c'est ce que je viens de faire. Alors pourquoi est-ce que nous réagissons avec les deux points ici, donc avec une double cloche? Parce que Bach a fait la répétition de ce Ré à la triple cloche. Donc, Ré, Rim, Taram. Alors que si elle avait c'est ce qui se normal. Seulement, on a trouvé la solution de ça intuitivement. Et puis il dit voilà, donc Bach, il veut une triple cloche. Mais je continue dans la partition et je me trouve avec un passage qui, si je le joue de cette façon, c'est un peu curieux. Donc ça veut dire que le même rythme écrit, il a écrit de la même façon avec deux interpréteurs qui semblent évidemment corrects comme ça. Alors en fait, ici c'est la note répétée qui nous donne le rythme, ici. Mais si je continue avec le même rythme, ça va me poser des problèmes aussi. Et je m'aperçois qu'au lieu de Bach avoir fait il a fait c'est-à-dire il a passé de la répétition de la note qui est en staccato, et donc ce n'est pas un intervalle mélodique, la répétition. Il passe maintenant à une articulation mélodique. Et la chose normale, et alors, en ayant vu ça, je suis peu par point toute la fugue, et je me suis aperçu qu'il y avait des endroits où si je faisais systématiquement la triple croche, je faisais faire des octaves, des fautes avec les bagues. Ici. Donc ici, c'est évident, c'est une double cloche. Et justement, ce n'est pas une note répétée. Et avec ça, du coup, est apparue une chose que je vous signale. C'est très intéressant parce que dans l'édition de Czerny, qui s'est permis des fois quelques corrections, mais ici, il a fait une correction très juste et qui contredit toutes les éditions de Bach, dans laquelle il y a, à la fin de la première partie, ça. Chez Czerny, il y a ça. Et dans les éditions, disons corrigées, ou pas comme ça, enfin les éditions au texte, c'est une cadence rompue, au lieu d'une cadence chez Czerny.
Et donc, dans les éditions, et on se trouve avec une chose très curieuse, c'est la seule fois que le thème présente un saut d'octave au lieu d'un saut de sixte. Si on toujours, toujours, il y a l'intervalle de sixte. Et non pas. Et alors, en plus, la première fois, il y a une cadence rompue. Voilà, ici. Et maintenant, correctement la cadence qui finit la phrase. Autrement, il y aurait deux cadences rompues qui n'auraient aucun sens. Et on comprend très bien que celui qui a copié peut-être un de ses élèves, parce que quelquefois, même peut-être, là ce n'est pas manuscrit de Bach, il a changé de clé sans se rendre compte. Et il a écrit la clé de sol, et il a fait une faute qui, il a fait avant. Parce que les notes répétées nous donnent, par exemple, au lieu de soit, je fais eh bien, si je suis le principe des notes répétées, ici, la note répétée de la basse, par contre mélodique, note répétée. Cette répartition par des notes répétées, ça marche toute la fugue avec le principe des notes répétées qui entraînent, comme à cause de ça, entraîne la triple croche ou l'intervalle mélodique qui entraîne la double croche. Donc ce sont des petits détails qui, grâce à l'harmonie, grâce à une certaine conception de ce qu'est un intervalle mélodique ou un intervalle harmonique, donc peuvent nous aider à comprendre mieux la musique. Dans le concerto de Bourgeois avec violon, flûte et piano, le dernier mouvement pose un problème aussi, parce qu'il y a la triple croche avec les violets. Et donc, naturellement, on veut. Et à mon avis, ici c'est l'intervalle harmonique, et je pense que c'est la double cloche. Par contre, c'est la crouse des violets et non pas. Donc, c'est selon l'intervalle qui représente quelque chose d'une autre. Soit un intervalle qui est une note répétée, ou un intervalle de quinte qui est un sens harmonique. Et il y a des questions, du coup ça pose à une question de rythme aussi. Ce n'est pas une question de. Mais c'est important pour le ton fort ou le ton faible. Un exemple, c'est très connu, c'est la fameuse 5e symphonie. Alors, il se trouve que si vous prenez la partition, vous verrez que c'est écrit d'ailleurs, c'est un cas où c'est une mesure qui est écrite en 2/4, ce qui normalement veut dire à 2 temps, mais Beethoven nous a donné comme métronome et comme la blanche, donc le temps est à la blanche. Mais pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça lui permet de changer de mesure sans le faire. Alors il fait ça.
en fait, je m'arrête ici parce que je vais vous dire que je ne sais pas si vous connaissez la partition, et même si vous savez, moi j'ai su ça beaucoup plus tard, c'est que dans le manuscrit, c'est comme ça. Et moi j'ai lu le manuscrit, il est comme ça. C'est-à-dire, exactement. Et dans l'édition faite du temps de Beethoven qu'il a donc corrigé, au lieu de ça, il a fait ça. Il a ajouté une mesure. C'est ce que vous trouverez dans toutes les partitions qui sont en ordre. Donc c'est Beethoven qui a corrigé ça. On n'a pas de document écrit en disant, mais il est évident et que ça se reproduit 5 fois au cours du premier mouvement, que le copiste n'aurait pas pris la liberté de faire une chose comme ça. Alors, Weingarten s'est posé déjà la question, Furtwängler aussi, pourquoi Beethoven a ajouté cette mesure? À mon avis, la réponse est due au ton fort et au ton faible. C'est-à-dire que il est évident pour l'harmonie que nous avons une levée, donc une tension et une détente. Donc ça fait 2, 1. Donc 2, voilà ce qu'il avait écrit. 1. Alors, en ajoutant la mesure, il change le caractère du deuxième point d'angle. C'est-à-dire que ce n'est pas, à mon avis, c'est un nouveau une hypothèse. Ce n'est pas ta 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 ti, ta 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 ti, mais ta 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 ti, ta 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 ti, ta 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 ti. C'est-à-dire la tension reste en l'air. Et chaque fois que ça se reproduit, c'est exactement la même chose. Donc, la question du temps fort. Ah! Oh! Oh, j'ai oublié, il est là. Ah, écoutez, justement. J'avais préparé une chose qu'il fallait écouter absolument. Parce que c'est le Liberace de Requiem de Forêt, dirigé par Nadia Boulanger en 1929, et qui illustre exactement ce qu'elle m'a transmis sur le temps fort et le temps faible, que certains disaient « Oh, Nadia avec sa manie des temps faibles ». Eh bien, vous allez voir que le Liberace de Forêt a un rythme dans les basses qui est à 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et qu'en général, on entend 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Alors, on va écouter Nadia Boulanger.
simplement, elle ne fait que mettre en œuvre que la tension du quatrième temps et non pas le poids du premier temps. Et si vous voulez une autre image, imaginez un danseur sur la scène, que chaque fois qu'il monte et qu'il arrive, et vous entendez bouf à chaque temps, bouf. Qu'est-ce qu'il fait le danseur? Il absorbe. Et je vais finir avec une chose parce qu'il y en a tellement, qui est très importante. On nous a appris avec les mesures, à dire que la mesure a deux temps, que le premier temps est en bas et le deuxième temps est en haut. En fait, il n'y a que la mesure a un temps où le temps est en bas. Car si je fais un en bas, il y a deux possibilités. Ou bien, je suis mort, ou bien, je rebondis. Et si je rebondis et je dis 1, où est-ce que je dis 2? Je suis obligé de refaire 2, qui est un niveau de 1. Alors qu'en réalité, c'est 2, 1, 2, 1, 2, 1. L'un vers le haut et l'autre vers le bas. L'un qui monte et l'autre qui descend. 2, 1. D'ailleurs, c'est une balançoire. Et quand on se met dans une balançoire, au début, on va à un temps. On donne un temps. Et après, et c'est, voilà, sur le deuxième temps qu'on donne l'impulsion, et non pas, c'est ce qui se fait dans le jazz, le swing du jazz, ils appellent ça l'afterbeat. 2, 4, 2. Oui, seulement là, il faut, c'est-à-dire que justement dans le jazz, qu'est-ce qu'il y a une des caractéristiques? Ce sont les contretemps et les syncopes. Et il y a des manuels de musique qui disent que que les syncopes et les contretemps, c'est un déplacement du temps fort. En fait, le contretemps et la syncope, c'est un renforcement du temps faible. Et le renforcement, là, dans la circulation legato pour la syncope, et dans le contretemps pour la version staccato. Mais ce n'est pas un déplacement du temps fort, c'est justement impulsé. Et moi je dis toujours que si je prends une partition, et je ne vois pas de syncope ou de contretemps, je la ferme. Laissez-moi finir avec une chose, parce que je l'avais prévu, pour la question des mesures et par rapport au rythme et à l'harmonie. Le prélude numéro 20 de Chopin. Voilà joué à un temps. Chopin a écrit ça à mesure à 4 tout au long. Mais en réalité, si je le joue comme ça, je le joue à un temps. En fait, je vais compter les temps véritables de cette musique et vous allez voir que ça change de mesure tout le temps. 1, 2, 3,
avec la ligne de la liaison, peut marquer un phrasé. Mais en fait, ici, c'est une musique d'une richesse rythmique extraordinaire. Il ne faut pas la penser que c'était 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. C'est les harmonies, tout simplement, qui commandent. Et si on voit comment ça s'élargit, comment ça se réduit, et à la fin, cette chose extraordinaire, c'est 2 mesures à 1.